déclare donc ouverte cette séance et conformément aux dispositions de l'article L21 du 15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Grotte d'Avenir, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. Monsieur Richard. Présent. Madame Masson. Présent. Monsieur Dumilieu. Présent. Monsieur Périgaud. Gérard. Moi-même, retraite de Monsieur Gérant. Présent. Madame Roulésière. Présente. Madame Herbel Duquet. Présente. Madame Duval présente. Monsieur Vendron. Présent. Madame Loan Sophie. Présente. Monsieur Oumaillot Pascal. Présent. Madame Vitre Pascal. Présente. Madame Bossard Camille. Présente. Monsieur Vanier Alain. Présent. Madame Lubaski Liliane. Présente. Monsieur Bergeau Jean-Paul a donné un pouvoir à Monsieur Oumaillot. Madame Pinel Manuela. Présente. Monsieur Lemonnier Eric a donné le pouvoir à Monsieur Richard. Madame Dumont Virginie m'a donné un pouvoir. Madame Hamon Carole. Présente. Monsieur Maudet Carillon. Madame Métier Sandrine. Présente. Monsieur Pagès Jean-Robert. Je vais être un petit peu en retard. Madame Brosse Valérie a donné un pouvoir à Madame Hamon. Monsieur Fraleux Serge. Présent. Merci Daniel. Tu m'as pas appelé, Daniel? Michel Ravaillé, je sais pas. Ah oui, Monsieur Ravaillé Michel, excusez-moi. Monsieur Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Avant de passer la parole à Madame Anaëlle Harry, qui est chargée de mission à Petite Île de Demain, je veux donner quelques éléments de contexte. Petite Ville de Demain, qui est alors le jour numéro 1 conseillers municipaux. Comme vous l'avez constaté dans les annexes, les actions identifiées sous forme de fiches sont exclusivement des sujets identifiés dans le PPI et débattus en séance d'orientation budgétaire. Ce sont également des sujets qui s'inscrivent dans les axes prioritaires de l'intercommunalité qui a été voté la semaine dernière, comme les mobilités par exemple. Il est évident que l'on ne peut pas trouver dans ces fiches actions des sujets hors du cadre des débats budgétaires et des orientations déjà validées dans le cadre de conseillers municipaux. Le dispositif Petite Ville de Demain permet de remettre ces actions dans une perspective commune unique. À tout moment, ces actions sont modifiables, ajustables, les actions peuvent s'ajouter, un simple avenant permet ces modifications. Je propose donc qu'un comité de pilotage soit créé pour suivre l'avancement et apporter des ajouts ou corrections qui seront nécessaires dans l'évolution de ce dispositif. Ceci étant bien dans la logique d'un support utile au prochain débat d'orientation budgétaire. Ce comité pourrait être constitué de 4 élus, 3 de la majorité et 1 de la minorité, ainsi que moi-même et le DGS et Mme Anaëlle Harry occasionnellement. Si le Conseil approuve, nous créerons ce comité de pilotage à l'issue de la présentation de Mme Anaëlle Harry, ici présente. De commencer le Conseil, Mme Anaëlle Harry, une présentation de 10-15 minutes. Merci, Mme Harry. Bonsoir à tous. Merci de me laisser la parole pour ce projet de convention, donc convention cadre Petite Ville de Demain, valeur opération de revitalisation du territoire. Pour le contexte, donc en 2020, l'État crée un programme qui vient de Petite Ville de Demain, programme pour des communes de moins de 20 000 habitants, présentant un caractère de centralité de par les équipements et les services sur la commune et vis-à-vis des communes alentours. Territoire qui peut aussi présenter des signes de fragilité. Et donc ce programme a été créé pour concourir à la revitalisation des centralités des territoires.
En mai 2021, une convention d'adhésion est signée à ce programme par la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, les communes de Melesse, la Mézières, l'État et le département. Et le 11 mars 2022, un avenant a été apporté à la convention d'adhésion pour l'intégration de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné. Par cette convention d'adhésion, il y avait un engagement à rédiger une convention valant opération de vitalisation du territoire dans les 18 mois à compter de la signature. Les 18 mois suivants, ce qui nous amène à aujourd'hui. Alors, une convention cadre dit valant opération de vitalisation du territoire, pardon, c'est un dispositif qui a été créé par la loi dite loi Elan en 2018. Ce sont des conventions qui présentent un diagnostic, des enjeux, des orientations stratégiques, un programme d'action et des périmètres stratégiques d'intervention pour la mise en œuvre du projet. Donc, les 3 orientations qui ont été travaillées et définies dans le cadre de cette convention sont en premier lieu répondre aux besoins de logement tout en limitant la consommation foncière. En seconde orientation, des centralités vivantes et dynamiques. En troisième lieu, des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique. Ces 3 orientations sont ensuite déclinées dans le programme d'action et à travers des fiches actions que vous trouvez en annexe. Donc à cette convention sont annexés 3 types d'annexes, les fiches actions, la maquette financière et le calendrier de cette opération. La durée de la convention est prévue pour 5 ans, ce qui amène à décembre 2027. Comme le disait M. le maire, des évolutions sont possibles par avenant, dès lors que tous les signataires sont d'accord et que ce soit partagé au sein du comité de projet. Il est prévu une évaluation annuelle de la convention et un bilan global au terme de la convention pour savoir si, notamment, elle est poursuivie ou non une durée supplémentaire. Une opération de vitalisation du territoire, ça confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux au sein des périmètres d'intervention définis ou en extérieur. Ces nouveaux droits, il y a par exemple un dispositif fiscal qui s'appelle le 2 Normandie dans l'ancien, qui est un avantage fiscal pour de la rénovation à but locatif. Donc, ces nouveaux droits concourent à la revitalisation du centre-ville. Ils sont sur différents aspects, l'attractivité commerciale du centre-ville ou la réhabilitation de l'habitat, aussi la possibilité d'avoir un droit de préemption renforcé pour mieux maîtriser le foncier ou faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d'innover ou les permis d'aménager multisites. Sur la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, donc les périmètres il y a 2 périmètres qui ont été déterminés. Un premier périmètre donc autour du centre-ville élargi, qui est montré effectivement par M. Le Breton, qui est un périmètre d'intervention comprenant le centre-ville, ce qui a une importance puisque un des dispositifs qui est l'exonération d'autorisation d'exploitation commerciale pour des commerces, c'est-à-dire que les demandes de commerce ne sont pas obligées de passer en commission départementale d'autorisation commerciale. Cette exonération, elle n'existe que dans les périmètres d'intervention comprenant un centre-ville. L'exonération ne sera pas applicable sur le périmètre du chêne sec, qui est le second périmètre à l'est, mais qui ne comprend pas de centre-ville. Donc ces périmètres d'intervention ont été définis plusieurs aspects. En prenant compte des secteurs potentiels de renouvellement urbain, la notion d'un centre-ville à conforter et des projets qui font centralité, qui font partie, qui concourent à la réalisation de manière active. Donc sur cette opération, on a différents types de projets, et notamment mettre en œuvre l'aménagement du centre-bourg, donc réaliser l'extension de la bibliothèque municipale pour qu'elle devienne une médiathèque,
conforter les commerces en centre-ville, favoriser des projets d'urbanisme en renouvellement urbain, notamment d'habitat, créer un sentier pédagogique au niveau de l'étang, développer des liaisons douces pour améliorer les continuités et la sécurisation et l'accès au centre-ville, et aussi des actions au niveau des groupes scolaires, notamment ce qui a été déjà engagé, l'extension de l'école et du restaurant municipal. Et donc les signataires de cette convention sont donc la communauté de communes du Val-des-Lobiniers, les 3 communes petites villes de demain du territoire, communes de Saint-Ouen-Ligné, Melesse et La Mézières, l'État, les différents partenaires sont également signataires de la convention, le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et la Banque des territoires sera également un partenaire de la convention. Tous les signataires et partenaires sont susceptibles d'apporter le soutien ou prendre part au projet prévu par la convention, en tout cas d'en discuter. Peut-être. Un questionnement dans cette délibération que l'on aura. Est-ce que chaque commune a de délibération? Sur la partie technique d'Anaël, il y a peut-être des questions. Je peux profiter pour lui poser des questions. 49 actions. Il y a 49 actions inscrites à ce jour à la convention. Donc chacun fait l'objet d'une fiche action à la convention. Donc chaque commune doit délibérer. Mais reste à délibérer, ça peut être. Absolument. Le conseil communautaire. Il a fait la signe. Donc c'est évolutif. On vous propose ce soir, c'est d'approuver, de proposer au conseil municipal d'approuver l'opération de revitalisation du territoire. Oui, vas-y. Je vais vous dire ce que dit Anaël. Donc dans la délib, il y a le rappel de ce qu'est le programme Petite Ville de demain. Comme l'a dit Anaël, c'est comme une zone d'habitants qui s'en sont des fiches de centralité pour les conditions de fragilité. Voilà. La convention d'adhésion a été signée le 12 mai 2021 avec Melesse et La Mézières et le 11 mars 2022 avec Saint-Ouen-Ligné. La convention cadre aux opérations de revitalisation des territoires, encadrée par la loi Elan. Ceci, ça permet de savoir des outils juridiques pour permettre de mettre en œuvre un projet global de territoire qui vise à conforter la centralité en conférant notamment de nouveaux droits juridiques et fiscaux tels que le dispositif de Normandie. Convention d'une durée de 5 ans, comme ça a été dit. La commune définit un périmètre pour chaque convention, pour chaque commune, la convention définit un périmètre stratégique qui vient d'être présenté par Anaël. Le périmètre qu'on avait imaginé au début était un peu plus grand que celui qui est retenu parce que on avait englobé des choses qui ne sont pas à mettre dans le périmètre, comme ça a été dit dans des copies, en particulier, on était allé jusqu'à l'étang. L'étang, on avait du temps où là-bas, parce que le projet de santé pédagogique est. Oui, c'est ça, parce qu'on avait mis le santé pédagogique dans le périmètre, mais on n'est pas dans la centralité telle que c'est défini normalement. C'était plus la zone 1AU derrière la Pilec qui a été exclue. Et là, on vers la centralité. Donc, comme je vous ai dit, la stratégie a été définie sur 3 axes: répondre aux besoins de logement tout en limitant la consommation foncière, des centralités vivantes et dynamiques, des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique. Alors, donc, ces orientations se décrivent dans 49 actions, donc il y en a 9 pour la commune de Saint-Ouen-Ligné, les autres sont pour Melesse, La Mézières et l'intercommunalité. La convention pourra être modifiée par voie d'avenant chaque année après avis du comité de projet, dans le cas d'évolution des périmètres d'intervention, d'évolution des axes stratégiques, de l'ajout, de la suppression d'actions et de l'évolution des outils juridiques.
La convention d'opération de mobilisation du territoire est co-signée entre les communes de Saint-Thomas-de-Villiers, Melès, la Mézières, la communauté de communes de Villiers et l'État et les différentes entités participantes, comme ça a été présenté. Voilà, donc c'est le texte de la DELIB en résumé. Il y a une remarque particulière. Ce qui vous est proposé, c'est d'approuver l'opération de revitalisation du territoire, l'ERT, avec ses secteurs d'intervention et ses annexes fiches action, maquettes financières et calendrier. Et de m'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention cadre petite ville de demain, valant ORT et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération et accomplir ainsi toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Et de m'autoriser à solliciter et à signer tout financement en lien avec la présente convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? On ne prendra pas part à ce vote. Que des personnes? Non, on est 6. Vous êtes 6. Parce que comme d'habitude, il n'y a aucun travail préparatoire qui a été proposé aux élus de la minorité. Nous avons eu 5 jours pour prendre connaissance de l'ensemble de ce dossier très volumineux, sur lequel nous n'avons, comme d'habitude, pas été consultés au préalable. Maintenant, on a l'habitude, donc il n'y a plus de problème. Il y a eu des comités pilotage depuis un an. Donc, comme l'a dit M. Jaouel au Conseil communautaire la semaine dernière, en principe, c'est un projet sur lequel il est intéressant de consulter non seulement les élus, mais aussi la population. Comme d'habitude, vous n'en prenez aucun compte, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est dans le temps aussi. C'est Donc, pas. on ne prendra pas part à ce vote. 6. Vous êtes 6. Oui, 5 plus un pouvoir. J'aurais une question, si vous voulez bien. Monsieur Jaouel a aussi expliqué la semaine dernière encore un conseil communautaire que le périmètre effectivement est évolutif, notamment sur les communes qui peuvent rejoindre ce dispositif. Et il est question d'intégrer donc Montreuil-sur-Île et Sens de Bretagne. Donc, je pense que c'est intéressant que tout le monde ait cette information. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une bonne idée? Qu'est-ce que ça veut dire pour Saint-Thomas? C'était Sens de Bretagne qui ne. Il a été question aussi de Montreuil-sur-Île. Parce qu'il y a la gare. L'idée étant qu'il y a d'autres centralités qui émergent sur le territoire aujourd'hui, qui jouent le rôle qu'ont aujourd'hui Melès, la Mézières et Saint-Thomas-de-Villiers. Je voudrais juste savoir si vous avez un avis là-dessus. Actuellement, ils ne sont pas éligibles. On a été, nous, rapprochés au wagon. Parce que oui. Grâce à Mézières, oui. Oui. Mais ça va être évolutif, il y a longtemps. Donc, il y a des Personnellement, discussions. je ne vois pas d'objection. On ne va pas s'opposer à ce que d'autres communes veuillent être intégrées. C'est pas une question de Ça s'opposer. me paraît logique. C'est évolutif. C'est pas, je ne le perçois pas comme une difficulté pour Saint-Thomas, mais aussi au contraire. Si c'est possible, je pense que ça n'allait pas trop. Je pense que M. Jaouel marchait un peu sur des œufs autrefois parce qu'il sait très bien qu'il y a des communes qui n'ont pas bien accepté de ne pas être dans le coup. Voilà. Il a pris beaucoup de temps pour en sorte de dire les ordres, etc. Donc pour le moment, ça n'est pas. Je conçois que les communes puissent avoir envie, d'autres communes puissent avoir envie de rejoindre cette action, peut effectivement les aider à conforter les commerces et des choses comme ça. Apparemment, ils n'étaient pas prêts. Sens de Bretagne, le maire de Sens s'est manifesté. Il a dit qu'il n'était pas prêt dans l'immédiat. Oui, on a vu dans le communiqué de presse qu'il a dit que dans l'état actuel des choses, ça n'amènerait pas grand-chose à la commune. Pour l'instant, oui. Il était écrit, ils sont parus dans l'espace. Tout à fait. Oui. Ce qui visiblement a un peu secoué la majorité des sens de Bretagne. Merci. Le point suivant, c'est les finances, marché public, extension de l'école élémentaire pour les blogueurs, déclaration de sous-traitance. C'est toi, Emmanuel? Oui, donc là, c'est simplement un point réglementaire qui concerne le lot maçonnerie. L'entreprise Planchet qui a initialement le marché a eu besoin d'avoir un peu de main-d'œuvre supplémentaire, donc ils ont recours à la sous-traitance via l'entreprise Glen Maçonnerie. Voilà.
simplement aujourd'hui valider le fait qu'il y ait un contrat de sous-traitance sur le niveau national. Merci. Donc, vous allez trouver le personnel. Oui, un petit peu comme toutes les entreprises. Mais bon, la supervision reste toujours sous l'égide de l'entreprise planchère, donc il n'y a pas de souci. Et ça n'engendre pas de décalage de travaux ou de... Non, Timing, on est toujours dans le calendrier. Juste une question, s'il vous plaît. Concernant le montant qui est sous-traité, pardon, je n'ai pas beaucoup de voix. Le montant qui est sous-traité, Oui. du titulaire au sous-traitant, est-ce que vous savez quel est le montant et quel est le pourcentage Alors, ou le pourcentage? je n'ai pas les chiffres. Parce que votre question, c'était. C'est simplement pour savoir. Simplement pour savoir le montant. Oui, c'est ça, mais savoir un petit peu Ça, je aussi. pourrais vous le communiquer ultérieurement, mais là, pour l'instant, je le. D'accord. Le pourcentage me suffira. Ok. Le pourcentage sous-traité du contrat. Merci. Alors, on se demandait pourquoi c'est bien maintenant, sachant que c'est le lot maçonnerie, donc là les murs ils sont sortis de terre là déjà. Mais c'est un renfort de personnel. La maçonnerie, elle n'est pas terminée encore. Ah non, d'accord, mais en fait c'est pour ça qu'on s'interrogeait Que vous posiez la question. Non, mais c'est simplement pour avoir plus d'ouvriers sur le chantier qui ont recours à la sous-traitance. Et il y a toujours des ouvriers de plancher aussi. Merci. Donc, ce qui vous est présenté, c'est d'accepter le sous-traitant proposé pour le travaux énoncés ci-dessous et valider les conditions de paiement et de m'autoriser moi-même ou mon représentant à signer la déclaration de sous-traitance et tout document se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la ZAC du Chêne-Romé, la convention de partenariat pour l'accession sociale à la propriété pour Pivis, Bretagne, Maison Aignan. Oui, donc Père et toi. c'est Procivis, je crois que c'est pas Provicis. Oui, c'est Provicis. C'est pas une question quelque part. C'est Provicis. Oui, Procivis, non Aussi. Procivis. Donc, je vous rappelle que c'est la société Maison Aignan qui a été retenue par la commune et la SADIB. C'est pas la commune qui était participée en fait à cette commission. Là, c'est pas la commune toute seule qui a choisi. Hein, c'est en collaboration avec la SADIB qui s'appelle aujourd'hui Territoire. Les maisons Aignan ont été retenues pour la réalisation de 4 maisons en accession sociale à la propriété sur l'îlot 314 de la tranche 3, donc de la ZAC du Chêne-Romé. L'architecte de la SADIB de Territoire, qui est donc l'atelier du canal, a émis un avis favorable au projet présenté par les maisons Aignan. Les maisons Aignan vont pouvoir débuter la commercialisation de ces 4 maisons, et il y en a déjà une qui est en cours de construction. À travers cette opération, la possibilité d'une aide financière pour Civis Bretagne par l'intermédiaire d'un prêt à 0% IPMS, donc prêt à mission sociale, a été validée. Pour rappel, Civis se doit d'encadrer la délivrance de ces prêts à taux zéro par une convention avec la collectivité locale. Il convient donc d'autoriser M. le maire à signer cette convention qui encadre tout d'abord les conditions de mise en œuvre des missions sociales en faveur des accédants à la propriété à revenus modestes, dans le cadre de la commercialisation de ces 4 maisons individuelles réalisées par les maisons Elian sur l'îlot 314 de la tranche 3B de la ZAC du Chêne-Romé à Saint-Thomas-de-Vigny. Deuxièmement, les engagements respectifs de chaque signataire de la convention dans cette mise en œuvre. Le Civis Bretagne, étant un organisme à but non lucratif, il est nécessaire de pouvoir octroyer des prêts avantageux sur ses fonds propres, de signer une convention simplifiée avec la collectivité locale sur laquelle le projet est situé. Ce partenariat permet de respecter chaque programme local de l'habitat ou toute autre spécificité du territoire. Cette convention ne nécessite aucune contribution financière de la collectivité. Donc il vous est proposé de valider la convention présentée en annexe à la délibération, conditionnant la mise en œuvre de ces missions locales en faveur des accédants à la propriété dans le cadre de la commercialisation des 4 maisons individuelles réalisées par les maisons Aignan, et d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat et tous les documents et cette affaire. Merci Gérard. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'était le quoi, Gérard? C'est Speaker de la Corrèze, session parcelle 960. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au début de l'année. On est obligé de revenir en fait parce que
vous rappelle que lors du conseil municipal du 21 février 2022, nous avions autorisé la cession de 2 parcelles au SMIC Club Val-de-Bresse, donc c'est sur le site de l'ancienne déchetterie, dans la perspective de la réalisation d'un parc solaire avec la société Kenya. À la suite d'une erreur de dénomination de l'une de ces parcelles, il est proposé au conseil municipal de délibérer à nouveau sur cette affaire. Ainsi, pour rappel de cette affaire, on reprend les termes de la délibération qui était initialement prévue et qui est aujourd'hui corrigée. Donc, en séance du conseil municipal le 11 octobre et 20 décembre 2021, de nouveaux échanges avec le SMIC Club Val-de-Bresse avaient permis de préciser le montage juridique permettant à la fois de garantir la mise en œuvre du projet de parc solaire par Kenya Énergie et la responsabilité du SMICTOB en ce qui concerne le devenir de la couche de déchets sur laquelle les panneaux solaires vont être posés. Ainsi, il a été convenu de céder au syndicat une surface de 48 720 m² qui sont aujourd'hui bornées, réparties partiellement sur les parcelles A960 et A963. C'est là qu'il y a eu un petit couac en fait dans les numéros de parcelles. La commune restant propriétaire de la zone du futur accès au parc solaire, non situé sur la couche de déchets, et qui fait aujourd'hui 9 580 m². De ce fait, la commune peut prétendre apercevoir une partie des indemnités versées par la société Kenya au propriétaire des sols qui lui vont occuper. Donc, je vous passe la lecture des articles. Et vu la délibération 2022-022 du 21 février, considérant mon exposé, on vous propose d'accepter le principe de la cession parcelle des parcelles A960 et A963 pour une surface de 48 720 m² au prix de 20 000 €, soit un prix de 41 centimes d'euros par m², un montant supérieur à l'estimation des domaines. 4 octobre qui dit le domaine estime ça à 26 centimes de m². Et dire que les frais de bornage et de l'acte sont à la charge de l'acquéreur, ce qui est déjà réalisé, et valider le principe de la perception d'une quote-part des indemnités versées par l'entreprise Kenya à hauteur de 65% pour le SMICTOB et 35% pour la commune. Ça, il n'y a rien de changé à ce niveau-là. Dire que la présente délibération annule et remplace la délibération 2022-022 du 21 février 2022. Y a-t-il des remarques, des observations? J'ai une question par rapport au planning d'avancement du projet. Oui, donc là, on a rencontré la société Kenya il y a un bon mois maintenant, pour refaire en fait une mise au point. Donc c'est là qu'on avait vu en fait, à l'étude qu'il y avait un couac, puisque les actes de vente ne peuvent être réalisés que si extrêmement ça colle, quoi. Donc, et là, en fait, eux, ils avaient tempéré un petit peu le démarrage du projet, vu l'augmentation du prix des matières premières des panneaux. Et donc là, l'objectif, le planning, c'est début de chantier, début d'année, fin printemps 2023. Normalement, ça va sortir de terre, c'est sûr, ça va être... Si tout est signé, tout le monde est d'accord, le SMICTOB, la commune, le Kenya, une fois que les actes vont être signés, normalement, je vous dis, premier trimestre 2023, les travaux vont démarrer pour 3 mois de travaux. Ça va vite, normalement, mise en service du parc deuxième semestre, sûrement 2023, peut-être avant. D'autres observations, d'autres remarques? Je propose de passer au vote critique des observations. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la ressource humaine pour recensement de la population 2023 pour le recrutement et rémunération des agents recenseurs. Alors, comme tous les 5 ans, en charge quand même. Le recensement de la population est réalisé en 2023 et se déroulera du 19 janvier au 25 février. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans, mais seulement 8% des adresses de ces villes sont vérifiées et comptabilisées comme chaque année. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans, ce qui est le cas. Quelle appartient à la commune. La population de Châteauroux-de-Migny a été recensée en début 2012 et autrement il y a eu un autre recensement début 2017. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement
En contrepartie, les collectivités reçoivent une dotation forfaitaire non affectée. Les personnels concernés par le recensement sont le coordinateur de l'enquête, interlocuteur de l'INSEE, met en place la logistique et la communication du recensement, assure l'encadrement des agents recenseurs. Les agents recenseurs, collecteurs des informations, ils peuvent être désignés parmi les agents de la commune ou extérieurs. Alors, il est proposé au Conseil de décider de recruter 7 agents non titulaires pour les besoins du recensement, soit au maximum pour une période de 2 mois, le début janvier à fin février 2023. La rémunération sera en fonction du nombre de logements et habitants recensés, avec un forfait pour demi-journée de formation, un forfait pour la tournée de reconnaissance, une indemnité de déplacement dans le ou les districts attribués et un bonus pour l'atteinte de 60% minimum de réponses Internet par district. Alors, fixé comme suit la rémunération, 1 € par fiche de logement enquêté, 1,10 € par bulletin individuel, 35 € par demi-journée de formation, 70 € pour la tournée de reconnaissance. Autrement, il y a un forfait pour les indemnités de déplacement. Les gens qui ont un district qui se trouve dans le bourg, il y a c'est 20 €, il est proposé 20 € par district. En campagne, 200 € parce que les gens sont obligés de le faire en voiture. Et les districts mixtes, ceux qui ont un peu de campagne et un peu de bourg, 100 €. Impliquer un bonus de 50 € pour les districts dont la collecte atteint les 60% de réponses par Internet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a retrouvé. Là, on a trouvé les 7 personnes pour faire le recensement, dont 5 qui étaient déjà en 2017, qu'on a sollicité, qui étaient OK pour revenir cette année. Alors, c'est très bien. Et cette personne, c'est ce qu'il faut. 7 personnes, c'est ce qu'il faut par rapport au nombre d'habitations. C'est ce qui est préconisé par l'INSEE. On a respecté et les tarifs, c'est ce qui est, tout est préconisé par l'INSEE. A priori, les tarifs, c'est plutôt la fourchette basse des indications. Oui, C'est la rémunération qui est fixée par l'INSEE. oui. Après, voilà. On applique ce qui est recommandé par Ce qui est recommandé. Juste une question, c'est ce qui est recommandé par qui? Il y a un... Par l'INSEE. l'INSEE. D'accord. Là, on est dans la fourchette médiane alors Là, on est vraiment dans la normale, là. Ouais. Il y a juste ceux qui font beaucoup de campagnes en voiture, ça a été augmenté par rapport il y a 5 ans parce que le carburant a vraiment augmenté. Mais comment, c'est tout ce qui est préconisé par l'INSEE. Ça fait à peu près 1 500 € pour 2 mois, c'est ça? Par personne? Ouais, 1 500, 1 700. Ça dépend du nombre de logements. Ça dépend du nombre de logements qu'ils ont. Il est à campagne, quoi. Ce sont des montants bruts ou nets? Là, je ne sais pas. Net. D'accord. Il y a une formation prochainement. Une formation là. Et Daniel, est-ce que les agents recenseurs ont un badge ou quelque chose? Parce qu'avec tous les problèmes en ce moment. Oui, on les reçoit. Mercredi matin. Mercredi matin, j'ai une réunion avec Florence et ils apportent une photo d'identité, ils vont avoir un badge pour se présenter dans les maisons. Et dans le prochain Info Saint-Aubin, ils vont être pris en photo et pour que les gens les visualisent aussi. Non, par rapport surtout aux personnes âgées, du coup, les gens sont méfiants et on leur conseille fortement de ne plus aller d'aller frapper après 20 heures. Il faut être prudent aussi parce que les gens qui ont un certain âge, ils ne voient pas 20 heures. Voilà. Donc c'est normal. Merci. On respecte la prochaine. Merci Daniel de cette présentation. Ce qui vous est proposé, c'est de me donner le pouvoir à moi-même pour la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement de la population sur la commune avec un regroupement des agents recenseurs et m'autoriser
Moi-même ou un représentant a signé tous les documents relatifs à ces dossiers. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le collège à Montbriol, la subvention de la classe SECPA 2022. C'est ça, subvention pour le collège à Montbriol. La classe de 5e SECPA, enseignement général et professionnel adapté du collège à Montbriol, a présenté une demande de participation liée à son projet d'équitation. Il est réalisé en partenariat avec l'URL Denis, une ferme équestre de Saint-Thomas-de-Pigné, un groupe de Samda, afin de solliciter une entreprise locale pour limiter les déplacements des élèves, favoriser les trajets en vélo pour adopter une pratique éco-responsable et limiter l'impact financier d'un tel projet. L'objectif de cette opération, qui concerne 16 élèves, est d'apprendre au travers de l'équitation à adopter un comportement respectueux et responsable. Le total de projet est 13 € par enfant, par élève plutôt, donc soit 832 pour 4 séances. Ce qui vous est proposé, c'est d'attribuer une subvention d'un montant de 200 000 € au proposant. Bon, y a-t-il des questions? Mais on l'avait déjà fait les années précédentes. Hein? Ce qui vous est proposé, c'est d'attribuer une subvention d'un montant de 200 000 € représentant 25% du coût du projet. Équitation de la classe 5e SECPA, estimée à 832 € à verser au vu de la facture acquittée et de m'autoriser moi-même ou mes représentants à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est les finances. Décision modificative numéro 4. En ce qui concerne le budget principal, on l'a vu en commission de finances. Donc ce sont des ajustements à faire pour évidemment assurer qu'on n'aura pas de difficultés en fin d'année. Donc concernant les dépenses de fonctionnement au chapitre 11, il est proposé une augmentation de 50 000 € de crédit qui se décompose en 62 plus et 12 moins. Il s'agit essentiellement de. Alors le 12 en moins, c'est une prestation supplémentaire de la restauration pendant les travaux de restaurant scolaire de 12 000 € et qui est compensé par une diminution des crédits sur l'alimentation, sur l'achat des produits de 12 000 €. C'est pendant qu'on avait le prestataire, on n'a pas eu à acheter des produits. Il y a également des facturations du SDE plus fréquentes que d'habitude. Là, d'habitude, on reçoit toujours les factures en retard. Là, elles sont arrivées à l'heure, donc du coup, on a une double facturation du SDE. Et c'est la même chose pour les développements. Alors, le SDE, c'est 18 000 € de plus. Donc, là, maintenant, c'est les développements, c'est l'entretien des terrains au chêne-rené. Donc là aussi, d'habitude, sont toujours en retard sur les factures. Cette fois-ci, on a les factures à temps, donc on va récupérer les factures de 24 000 € pour les développements. Au chapitre 12, aux charges, les charges de personnel et frais assimilés, on propose une augmentation de crédit de 40 000 €. On a 14 000 € sur du personnel de remplacement supplémentaire et on a 15 000 € de rémunération supplémentaire pour être sûr que vous ne pas avoir de difficulté pour les payes. Donc là, je pense qu'il y a quand même de la marge. Sachant ce qui est mentionné, c'est effectivement sur l'avancement à fin octobre. On est à 1 500 € de dépenses supplémentaires par rapport à ce que nous étions en fin octobre 2021. Donc on est quasiment au même niveau, sachant qu'on a intégré quand même une augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Donc c'est pas mal. Sur le chapitre 65, autre charge de gestion, une augmentation de 9 000 €. Il y a évidemment l'effet du point d'indice sur les indemnités des élus et un changement d'imputation de dépenses, en particulier sur l'informatique en nuage, donc le cloud, 6 000 € qui était avant au chapitre 11, qu'on a mis au 65 dans l'espoir de récupérer un bout de FCTVA. Il s'avère ce matin, avec les dernières infos, on ne récupérera rien du tout là-dessus. Que ce soit au 11 ou au 65, ça ne change rien, ça ne sera pas pris en compte. Sur le chapitre 66, les charges financières, comme le dernier emprunt qu'on a contracté est décalé de quelques mois,
La charge financière pour cette année est de 4 000 €, peu moins, on peut la baisser de 4 000 €. Donc voilà ce qui fait les mouvements sur les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on a des remboursements de charges de personnel et des remboursements d'une indemnité inflation par l'OSA, 15 000 €, qui n'était pas prévu à ce niveau-là. On a une augmentation des impôts directs locaux de 20 000 €, c'est simplement plus d'assujettis. Les droits de mutation sont aussi en augmentation plus forte que ce qu'on imaginait, donc il y a 50 000 € de plus. Et la dotation de solidarité rurale est aussi plus forte de 10 000 € que ce qu'on avait prévu au budget. Donc ce qui fait qu'on a 95 000 € de recettes de fonctionnement supplémentaires qui permettent d'équilibrer les dépenses précédemment citées. Concernant l'investissement, il y a juste le passage de 4 868 € d'une colonne à une autre, puisque c'était une avance pour l'installation du musée. Travaux qui ont été faits, donc la somme change de colonne, c'est tout. Est-ce que vous avez des renseignements sur ça? Merci. Donc, la décision qui est mise au vote, c'est de voter la décision modificative numéro 4 pour le budget principal présenté, d'autoriser M. le maire, tout son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, Christian. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4, 5. 5 plus 1. J'ai eu 5. 6. Merci. Le point suivant, c'est l'extension du groupe scolaire, la demande de subvention à la région Bretagne. C'est une question. Oui, pardon. Donc, le conseil municipal, par délibération du 5 juillet 2021, a adopté l'APD, le plan de financement de l'extension du groupe scolaire Paul Gauguin. En date du 23 mars 2022, le conseil sollicitait les subventions auprès de l'État, des DETR ainsi qu'auprès de la CAF. La région Bretagne, dans le prolongement de son projet Brightscope, entend améliorer les conditions de vie et de développement de toutes les Bretonnes et Bretons dans tous les territoires et participer ainsi aux essais de transition de nos territoires. Au titre de ce dispositif, bien vivre partout en Bretagne, la commune de Saint-Ouen-de-Ligny a la possibilité de recourir à des subventionnements régionaux qui sont pour le moment évalués à 53 314 €. Donc, ce qui fait que pour les obtenir, il faut les solliciter. Donc, on propose le plan de financement qui est ici. Donc, on rappelle les dépenses prévisionnelles de maîtrise d'œuvre et construction pour 1 241 698 € et 43 centimes. Les recettes prévisionnelles donc, sont la DETR de 210 000 € qui est acquise, la DSIL qui est non obtenue, la CAF, le plan mercredi qui est sollicité à hauteur de 135 000 €, et donc bien vivre partout en Bretagne de la part de la région à 53 314 €, soit un total d'aide publique de 32% à 398 314 €, et un autofinancement communal à 68% de 843 384 € et 43 centimes. Donc, il est proposé de valider le plan de financement de l'extension du groupe scolaire élémentaire Paul Gauguin. Autorisez M. le maire à solliciter la région Bretagne afin d'obtenir le financement dans le cadre du dispositif Bien vivre partout en Bretagne. Vous m'autorisez, moi-même, mes représentants, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est les DIA, c'est les suites, c'est de l'information des décisions qui ont été prises dernièrement. Ensuite, ce sont les décisions budgétaires. Vous avez aussi cette information également. Ensuite, il y a des motions sur les finances locales. Alors, on avait déjà validé une motion de l'AMF 35 en rapport avec les prix de l'énergie et le risque que ça peut peser sur les collectivités locales.
depuis, on a reçu une nouvelle motion de l'AMF qui s'est adaptée au contexte peut-être budgétaire au niveau national. Et on a également rajouté la motion du SDE 35. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fois précédente, comme on avait les deux motions, finalement, on avait adopté qu'une, mais donc ça ne fait pas de mal d'adopter les deux. Donc je vous propose d'adopter la nouvelle motion de la MF 35 et d'adopter également la motion du SDE 35. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je le dise, mais enfin, concernant la motion de l'AMF 35, parle surtout de l'augmentation du taux d'indice qui ajoute une charge supplémentaire, du taux d'inflation à 5,5, de la baisse des dotations de 2014 et 2017. La réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des réductions individuelles pour toutes les collectivités du taux communal. Alors, on a suivi ce gel de la DGF et on a eu, comme on est commune rurale, on a eu encore des inflations en rurale un peu plus que chaque année, donc ce qui a fait, on a eu en permanence une petite augmentation des dotations. Donc, le projet de loi de finances propose de rajouter encore des contrats avec la suppression de la CVAE, et de la restriction de l'intervention des collectivités locales à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027 par un dispositif d'encadrement des dépenses comparables à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Bon. Donc, je passe face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable de pouvoir d'achat communal. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre des mesures de cette qualité, permettre aux communes et intercommunalités de disposer de moyens d'assurer leur mission d'amortisseur de crise. La commune de Saint-Domingue soutient les positions d'associations de France qui propose à l'exécutif d'annexer la DGF sur l'inflation 2023 afin d'éviter une nouvelle réduction du moyen financier du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotation. Il est proposé de demander donc de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre 2022 plus 6%, de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Renoncer à la valeur ajoutée et les coûts du bénéfice imposés à l'ES, la CVAE n'est pas déconnectée des performances de l'entreprise, ce n'est pas un impôt de production, mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d'implantation. Etc. De renoncer à tout dispositif unique d'encadrement de l'élection locale, concernant la restriction des dépenses imposées aux collectivités d'ici 2027, réintégrer les déclarations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrain dans l'assiette de la FCCDF, de rénover les procédures d'attribution de la DGE et de la DSIL pour permettre une consommation de crédit bloqué en loi de finances. Voilà, la commune Saint-Domingue demande que la date publique de candidature pour la DGE et la DSIL intervienne après le vote du budget collectif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. Dans un souci de simplification, lorsque le cumul de dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir à l'instruction et à l'attribution de deux dotations. Concernant la crise de l'énergie, la commune Saint-Domingue soutient les propositions faites au point de la première ministre par l'ensemble des associations d'élus de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales éventuellement assorties d'avances remboursables, permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très favorables, donner aux collectivités qui souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente de PRV, c'est-à-dire aux tarifs réguliers avant l'ouverture de la concurrence, quelle que soit la taille et leur prix. Ça, c'est un peu de la donc c'est ça, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la motion qui sera transmise au préfet de région et aux parlementaires du département. Des oppositions, des abstentions. Est-ce qu'on peut échanger un petit peu là? Oui. Juste les deux points que j'aurais souhaité parler avec vous, c'était le maintien de l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation.
à plus 6,8%. Et c'est une mesure, moi, qui me semble un petit peu dangereuse, enfin, qui nous semble un petit peu dangereuse, parce que beaucoup de communes ont voté une augmentation des taux cette année. En commission finance, on avait parlé d'une augmentation de 30 à 40 euros. 30 à 40 euros, je crois, par foyer, c'est ça, de taxe sur le foncier bâti. C'était plus que ça. C'était plus que ça. Ah oui, c'était de. On avait commencé de 50 à 180, comme ça, selon la taille des logements. J'étais resté sur un logement standard. Un logement standard, c'est 70-90 euros par an, qu'un logement moyen, 90 euros. Je dis ça de mémoire, mais c'était moins de 100. D'accord. Même, je dois me tromper sur les chiffres. En revanche, sur cette indexation, ça peut poser des problèmes dès l'année prochaine, puisque les citoyens, nous allons déjà être très sollicités, le coût de l'énergie, l'augmentation des prix en général. Si en plus les collectivités donnent un signal d'augmentation de leurs impôts, je pense que ça peut être assez mal perçu, ça peut être problématique pour les foyers, parce que c'est une dépense sur laquelle on ne peut pas jouer, c'est incompressible. Et ça, moi, ça ne me paraît pas pertinent pour notre collectivité, par rapport pour les autres. Oui, je pensais, mais il me semble que j'ai entendu récemment que l'augmentation des valeurs locatives est déjà actée par le gouvernement. Oui, déjà acté. Oui, à hauteur de l'inflation. Je ne savais pas. C'est 6 ou 7%. Je ne sais pas si c'est 6-8, mais je pense que là. 7, je crois. C'est bon. Je crois que c'est 7. J'ai entendu parler de 7, mais je ne sais pas quelle est la valeur exacte. Tant pis, dommage. Voilà. Le citoyen. Et il y avait un autre point dont nous voudrions parler, c'est les 15 milliards de restrictions de dépenses imposées aux collectivités locales d'ici 2027. Et je me demandais si dans cette proposition, c'était les fameux contrats de Cahors, les grosses collectivités qui étaient concernées. Et ça je ne sais pas, mais moi j'entends, et vous devez entendre comme moi en ce moment, que le gouvernement a dans l'idée pour rentrer pour réduire le déficit du budget de l'État, de demander aux collectivités de plus augmenter leurs dépenses de fonctionnement. Alors je ne sais pas si c'est en euros courants ou en euros constants. J'ai cru comprendre que c'était en débat houleux auprès d'un certain nombre de parlementaires. On ne serait pas concerné. Je crois que c'est pour les collectivités qui ont un budget de 60 millions d'euros minimum. Je ne sais pas, vous croyez? Moi je vous le dis. Mais c'est 60 millions, je crois. Je n'ai pas vu cette précision dans les textes que j'ai lus au sujet. Mais en revanche, je ne sais pas si c'est bien de cela dont on parle pour les 15 milliards. Je ne sais pas si vous avez des informations ou si c'est vraiment le package pour toutes les collectivités, c'est-à-dire une demande d'effort générale pour toute collectivité confondue. C'est juste pour essayer d'adapter cette notion à la commune de Saint-Aubin et pas uniquement reprendre. Je pense qu'on ne peut pas l'adapter, on l'adopte ou on n'adopte pas la notion de la loi. Oui, on aurait pu l'adapter à notre image, à l'image de la collectivité. Oui, c'est sûr que la CVAE, ça ne fait pas grand-chose. Bon, je ne sais pas. C'est plus la notion de solidarité entre toutes les communes. Quoi. Le fait de voter une motion, toutes les communes ne sont pas faites de la même façon. L'intérêt, c'est de faire bloc. Je dis des choses qui, à mon avis, ne sont jamais votées. Et le bouclier énergétique pour toutes les communes, je pense que l'État n'est pas le moyen de le payer. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait un bouclier énergétique pour les communes. C'est juste les communes qui ont moins de 9 agents, je crois, qui sont concernés par le bouclier tarifaire, je crois. Des communes de moins de 2000 habitants. Des petites communes, vraiment des petites communes. Le point le plus saillant, c'était vraiment l'indexation des bases fiscales. Je crois que c'est déjà voté. Mais si c'est voté. C'est déjà voté au Parlement. Je vous ai proposé, c'est d'adopter la motion.
qui sera transmise au préfet de la région et aux parlementaires du département. Des oppositions, des abstentions. Une. 4, 5, 6. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours la motion du Alors, c'est SDE. la motion du SDE 35 qu'on avait peut-être déjà vue. Oui, on a déjà parlé. Il rappelle les prix d'énergie. Je ne sais pas si les valeurs qui sont mentionnées dans les prix qui sont rappelés là sont encore sont pratiqués aujourd'hui parce que ça bouge tous les jours. On avait mentionné que dans le cas de la commune de Saint-Thomas-du-Guinet, l'augmentation pour le gaz serait de 40 000 € par an et de 237 000 € d'augmentation de l'électricité pour l'année 2023, soit 277 000 € d'augmentation par rapport à la facture actuelle qui est à peu près de 100 000 € gaz plus électricité. Donc ça revient à presque élevé par 4 000. Au moment, je sais comprendre qu'il y avait quand même quelques petites nouvelles un peu moins dramatiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 277 000 € d'augmentation, on aurait peut-être que 230 ou 220. Oui, ça reste quand même 200 250 000 € d'augmentation d'énergie, toutes choses égales par ailleurs, si on ne change rien. On a déjà décidé de réduire un peu l'éclairage public et de se mettre aux valeurs préconisées, c'est-à-dire 19 degrés dans les locaux qui permettent de le faire. Pour autant qu'on puisse contrôler, superviser que cette valeur est bien respectée tout le temps, ce qui n'est pas évident. Voilà. Dans la salle, c'est respecté, parce qu'il n'y a pas de chauffage. D'accord. Dans la salle, c'est respecté, il n'y a pas de chauffage. Le choix, il est dans les marges. Ça chauffe pas beaucoup. Bon. Donc, voilà, qui est toujours aussi approuver la motion du SDE 35, ça fait pas mal. La présentation, question. Pardon, les 19 degrés, c'est y compris à l'école? Oui. 19 degrés, c'est y compris C'est préconisé. Oui. C'est l'école, 19 degrés. Oui, c'est préconisé. 19. À 19, on a déjà mis le chauffage depuis longtemps à l'école. Ça fait déjà bien un mois. Oui. Ah oui. Donc, Exactement. on fait une chauffe le matin. De toute façon, c'est quand les enfants rentrent dans la classe, que ce ne 19. soit pas glacé. Donc après, à partir de 10h, je crois, à peut-être la récré, on coupe. Enfin, on coupe. Jusqu'à maintenant, on va couper parce que les conditions extérieures le permettaient. Peut-être qu'à partir de cette semaine, on sera obligé de maintenir. Il va falloir acheter des lamas. Vous avez proposé, c'est d'approuver le vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Donc, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. C'est le calendrier. Oui, je vais l'échéancier. Donc, un livre budgétaire. Les dates, ils sont préconisées. Donc là, ce qu'on a vu en commission finance, c'est qu'on essaie de cette année de gagner un petit mois par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes, de façon à voter le budget de BP le 27 mars 2023. Donc en faisant du rétro-planning, ça revient, en ce moment on est en train de collecter les services pour savoir quels sont les besoins, donc il faudra procéder aux arbitrages, etc. Et donc, on n'a pas mentionné les commissions finances, mais évidemment, à chaque conseil, précédemment, il y aura des commissions finances. Donc, on imagine, c'est d'avoir un conseil le 23 janvier pour le vote de subvention, un conseil le 27 février pour le LOB, et le vote du BP le 27 mars 2023. Par la même occasion, on mentionne le règlement budgétaire et financier de la norme M57, puisque, on l'a dit en commission finance, on est une commune de par la taille qui nécessite de voter un règlement budgétaire et financier dans le cadre de la M57, et ce, avant le vote du premier budget en M57. Donc il faut que ce soit fait au Conseil du 27 mars 2023. Donc, on
la commission de finances comment on verrait un cadre bâti de règlement budgétaire et financier, parce qu'il en existe quand même des modalités, de façon à ce qu'on puisse l'adapter progressivement auquel ça devint au fur et à mesure des commissions en finances. D'autre part, la proposition de comité de pilotage PVD. Je crois rien. Quatre élus, 3 de la majorité et un Le but, c'était d'informer les élus pour que déjà le mois prochain, on ait une grille avec la composition de ce comité de pilotage. Oui. Donc les membres des deux commissions, l'urbanisme et cadre de vie, ont déjà été informés, puisqu'il y a eu la présentation du projet d'urbanisation du secteur de la Villette. Et donc le directeur, monsieur. C'est pas ça. Comment? C'est pour le C'est pas ça. petit ville de demain. Pardon. Parce qu'on avait prévu aussi d'aborder le comité de pilotage du secteur de la Villette, c'est le PVD. Là, tu peux en dire un autre si tu veux. Non, mais oui, on va en parler après parce que le mois prochain, on donne les noms. Quoi. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, mais si vous êtes parti sur le comité de pilotage de Petite Ville de demain. Ça, c'est les PVD. Moi, c'était pas Petite Ville de demain, c'était sur la Villette. La Villette. Créer sur un jeu du lotissement. Oui, c'était ça. Ça sera pour le début de l'année prochaine. En fait, il nous propose de constituer un comité de pilotage pour la volonté de repenser le projet en fait, d'urbanisation en y associant la commune au travers d'un comité de pilotage composé d'élus, de riverains et d'habitants. Il y a une réunion prévue par trimestre, je crois. Plusieurs thématiques seront forcément abordées. La première réunion devait avoir lieu en fin d'année, mais donc il va falloir qu'on se détermine lors du prochain conseil. Ce sera plutôt en janvier. Donc en fait, il souhaiterait un comité de pilotage d'une dizaine de personnes, composé de, donc il y aurait 2 représentants en fait de maîtres d'ouvrage. Il y aurait 2 élus de la majorité, un élu d'opposition, avec des suppléants. Si toutefois les gens ne peuvent pas être représentés, ils peuvent envoyer le suppléant. Un représentant de la CCDIA, autorisé un suppléant, et 3 représentants de l'usager, dont un riverain. Donc à nous d'essayer de réfléchir sur les représentants. Parce qu'en fait, un comité de pilotage, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas 30 personnes. Donc, une dizaine maximum. Le mois prochain, il faudra des noms pour composer ce comité de pilotage. Merci. Oui, pour le CCS, je fais la demande cette année encore pour la distribution de colis. Donc on va faire passer une liste et vous me dites si vous êtes dispo. On garde exactement les mêmes secteurs que l'année dernière. Donc si vous voulez mettre, nous indiquer si vous êtes disponible ou pas. Voilà. Combien il faut faire ça? Ah ben, tout le conseil, en principe, hein, comme c'est... Ouais. On a un peu plus de personnes. Plus on est, mieux ce sera. Oui, ben voilà. Donc, normalement, les colis, on les reçoit le 13 décembre. Donc, ils seront disponibles à partir du 13, 14, 15, 16 le vendredi soir. Donc, on vous fera part par mail pour que je sois là pour réceptionner les personnes qui viennent chercher les colis. Vous serez informés par mail, certainement. Voilà. J'ai juste un truc, le dimanche prochain, donc le 20, il y a en hôtel le salon des artistes, donc vous êtes les bienvenus à l'inauguration si vous voulez, mais aussi pour visiter le salon. Donc ce sera avec plaisir que vous pouvez aller dans les allées du salon si vous êtes disponible. Et là, c'est pas pour bosser, c'est juste pour venir. Merci. Je vous remercie. Merci.